Selon le Haut Conseil à l'égalité, plus d'un tiers des hommes en France se disent menacés par le féminisme. Pas en désaccord, menacés. Derrière ce chiffre, il y a des hommes avec des résistances idéologiques, mais pas que. Il y a aussi des hommes avec des parcours de vie, des trajectoires, des éducations marquées par la dureté et le silence, des manières d'apprendre à s'imposer, à ne pas douter de ses émotions, à tenir dans un couple ou dans le monde, souvent sans jamais se demander ce que tout ça produit dans leur relation. Il y a aussi des hommes qui, à un moment, prennent conscience qu'ils ont exercé des violences, pas forcément des coups ou des cris, mais des silences qui font pression, du contrôle, de la colère normalisée, des comportements qui laissent des traces invisibles. Et parfois plus tard, ces mêmes hommes se retrouvent de l'autre côté, confrontés à l'emprise, à la perte de repères, à la sensation de ne jamais être assez, à cette prise de conscience brutale. Ce qu'ils vivent, ils l'ont déjà fait subir. Mais qu'est-ce que ça fait concrètement pour un homme de regarder en face le patriarcat, de comprendre ce qu'il a fait, ce qu'il a subi, et qu'est-ce que tout ça lui apprend sur lui-même et sur le monde ? Comment passer d'une vision hostile ou caricaturale du féminisme à une remise en question intime de ses comportements et quel rôle peuvent jouer la santé mentale, la thérapie et les troubles psychologiques dans ce chemin. Pour en parler, j'ai décidé d'inviter Irvine dans le podcast, un homme engagé sur les sujets de féminisme et de santé mentale. En colère. Coucou Irvine, est-ce que tu peux te présenter et nous parler des sujets sur lesquels tu es particulièrement engagée ? Je m'appelle Irvine, j'ai 31 ans et je suis particulièrement engagé sur tout ce qui touche la santé mentale mais au masculin parce que je suis moi-même concerné par des troubles psychiatriques. Après, dans les trucs où je suis quand même assez engagé, je le montre pas directement mais c'est pour une pratique du sport qui soit plus saine parce que surtout en tant que mec, on a une culture du dépassement de soi, de la douleur dans l'effort et tout qui devient débile. Ouais. J'ai fait une série de newsletters parce que j'ai un blog sur la santé mentale. Ouais, qui s'appelle comment ? Thérapie, chacun son marathon. J'ai envie de parler autre chose que de santé mentale parce que chez les mecs, j'ai remarqué que parler juste de santé mentale, ça les attire pas. Ouais. Et j'ai 90% de mon audience, c'est des femmes. Ouais, parce qu'ils sont pas ouverts au sujet, même... Et en fait, j'ai remarqué qu'au travail, tu arrives à parler de ça à travers d'autres sujets. C'est-à-dire ? Par exemple, en parlant normalement. Tu vois, au taf, je suis OK en disant que je prends des antidépresseurs, que j'ai un problème avec le TDAH et la concentration, que j'ai des sautes d'humeur, qu'il y a des jours, faut pas venir me parler et tout. Mais si tu glisses ça dans d'autres contextes... Ouais. En mode, telle mission, elle me saoule, c'est ça. Ces temps-ci, je suis grave fatiguée, puis j'en ai marre, j'ai pas de motivation, du coup... C'est ça, que si t'expliques juste, oui, c'est parce que j'ai aussi un trouble borderline. Si t'expliques juste ça et ça, on va dire, vas-y, tu casses les couilles, c'est bon, ils pensent pas... Ouais. Il y a ce truc du déni masque qui est très propre aux hommes. Là, j'ai écrit 4 newsletters pour le Média Musée, où j'ai justement parlé de la santé mentale au masculin, en parlant dans un premier temps un petit peu des dérives masculines qu'il peut y avoir et tous les discours de merde qu'on entend. Ouais, mais un psy, ça sert à rien, les antidépresseurs, c'est pareil. Mais putain, mais gros, tu sais pas de quoi tu parles. Et dans les autres sujets où j'aimerais bien aborder plus tard, c'est tout ce qui touche la violence sur les enfants et justement l'éducation qui est un peu trop sévère. Un sujet très personnel, donc je sais pas comment l'aborder. Mais vraiment, quand je vois des enfants, tu sais, qui se font pourrir dans la rue et tout, mais ça me fait... Par leurs parents ? Ouais, ça me trigger, mais d'une force. Ouais. Donc, ce podcast, c'est un podcast de féminisme. On en a beaucoup parlé. Souvent, à chaque fois, tu réagis aux épisodes qui sont faits. Toi, globalement, je connais la réponse, mais il y a eu un shift entre ta conception du féminisme avant... et maintenant, genre comment tu le voyais, et maintenant, où est-ce que t'en es ? Je pense que c'est le sujet que j'ai envie de plus creuser là, voir comment il y a eu cette évolution-là. Alors, du coup, pour faire la distinction, mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans, je crois, donc j'ai aucun souvenir d'eux ensemble. Mon père était ouvrier, genre vraiment ouvrier basique, tu vois, qui va à l'usine, qui fait les tafs en équipe matin, nuit, après-midi. Ma mère et mon beau-père étaient patrons. J'ai vraiment une éducation très ambivalente, ce qui est un problème pour plus tard. Je comprenais pas avant pourquoi une partie de la population revendiquait des trucs. Parce que dans mon éducation, c'est comme ça, quoi. On m'a dit, t'as rien à revendiquer, tu l'as fermé, c'est tout. Et c'était pareil à l'école, c'était pareil au taf, c'était un truc de, tu te taisais comme ça. Donc je comprenais pas pourquoi une partie de la population gueulait. Alors que je suis le premier à gueuler quand il y a un truc qui me plaît pas. Oui. Et ça a changé du jour où j'ai vécu 7 mois, je crois, avec quelqu'un se revendiquant féministe. Qu'il n'était pas. Et après, il y a eu un truc de... En fait, je crois que le discours des femmes, maintenant, je le comprends. Là, pour le coup, je l'ai vécu dans mon couple. Et je me suis dit, le discours,
Faut peut-être que je l'écoute et que je me renseigne dessus. Et aussi parce qu'après, j'ai rencontré ma copine avec qui je suis actuellement, et pour le coup, qui est... je suis le premier fan de ma meuf, hein. Je le dis ouvertement. Yes, c'est ça qu'on veut. Bah non, mais après, tu vois, je sais pas si t'as déjà fait ça, mais il y a des personnes, tu les rencontres, tu te dis, je rencontrerai peut-être pas deux comme ça dans ma vie, parce que l'ouverture d'esprit, l'intelligence et tout. Et je me suis dit, je crois qu'il y a quand même 3-4 traumas qui traînent. Va peut-être falloir déblayer ça si je veux la garder dans ma vie, tu vois, genre... Et à ce moment-là, j'ai décidé d'aller voir un psy. Non, ça faisait déjà un an. Ah, yes. Bah, à ce moment-là, j'ai décidé de continuer de voir un psy. Ouais, de ouf. Ok, et t'as commencé à voir... C'est une psy, un psy Au début, c'était une psy parce que je me voyais pas me confier en homme. Mm-hmm. Truc con, tu vois. La raison principale qui m'a fait consulter en 2021, c'est parce que je pensais toujours à mon ex. Mais genre, quand je dis l'ex, faut me suivre. Hein, il y en a plein. Il y en a plusieurs. Non, il y en a une avec qui je suis resté très longtemps. En gros, on s'est rencontrés à 12 ans parce qu'on était dans la même classe et on s'est séparés à 24. C'est elle que j'appelle vraiment mon ex, qui a vraiment été quelqu'un de très important dans ma vie, et je l'ai pris conscience plus tard avec la thérapie. Et en fait, au moment où on s'est séparés, on l'abordera après, mais j'ai clairement fait le bâtard, on va pas se mentir. Sauf que je l'ai payé cher derrière, c'est que je rêvais d'elle, mais toutes les semaines, c'était super perturbant, et j'en pouvais plus, moi. Je me suis dit, mais attends, il y a un truc qui bloque. Je me suis dit, en fait, j'ai besoin d'en parler avec une psy. Et je me voyais pas me confier mes problèmes de cœur à un mec. Parce que j'avais peur de ce discours. Et j'ai lu un bouquin qui s'appelle Le pouvoir des habitudes. Moi, je le dis ouvertement, ce bouquin-là a changé ma vie. Hein. Et en fait, il y a un truc en gros, les habitudes, ça suit un pattern qui est bien précis. Je l'ai plus en tête. Et en fait, j'ai fait le rapprochement avec mes relations amoureuses où ça finissait toujours de la même façon. Moi, j'aime plus. Du jour au lendemain, je fous une merde monstrueuse dans le couple et je me barre. Parce que la personne n'a pas compris le message pour partir. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends. Bâtard un peu quand même, hein, si je puis me permettre. Non, mais j'ai pas dit que j'étais quelqu'un de bien avant. Je me suis dit, attends, j'ai des brunes, des blondes, des petites, des grandes. Mais le problème, c'est toujours le même. Ouais. C'est peut-être moi le problème. C'est peut-être moi, ouais. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais je crois que si je prends pas les choses en main, il n'y a rien qui va changer. Et derrière, moi, j'avais quand même subi le décès de mon père où j'avais pas vu de psy. Enfin, j'avais vu un psy, mais en fait, c'était tellement frais. À ce moment-là, il n'y avait rien à en tirer. Donc, je suis arrivé chez la psy et j'ai déballé un peu tout. J'aime pas me jeter des fleurs là-dessus et tout, mais tous les thérapeutes que j'ai pu voir après, entre psychiatres et psychologues, m'ont tous dit, mais comment vous avez fait pour en arriver là? Normalement, avec votre background, c'est psychopathe, quoi. C'est ouf que tu aies eu le déclic, peut-être que c'est le livre en effet que en fait, lu, hein. C'est le livre, mais après je me rends compte aussi de l'importance de mon ex, avec qui je suis resté 10 ans, parce que tout ce que j'avais pas dans ma famille, le côté l'amour maternel et tout, machin, c'est déporté sur cette personne-là qui, elle, avait une famille qui était beaucoup plus fonctionnelle, mais du coup, elle a eu un rôle qui était beaucoup plus maternel, mais à 16, 17, 18 ans. C'était pas son rôle. Ouais, mais ça vient hyper tôt. Hein. Enfin, je remarque avec mes copines, on a toutes... tu vois, tout comme toi, tu vas peut-être apprendre certains rôles masculins. Nous, les meufs, on apprend à avoir ce côté sauve le mec qui tu es, aide-le, donne-lui, accompagne, soigne-le, machin. C'est des trucs qu'on nous apprend dès petite. Hein. Peut-être, je suis incapable de te dire parce que maintenant je suis plus du tout en contact avec elle et il y a plein de fois, tu vois, moi j'aurais aimé m'excuser de ce que j'ai pu faire et tout parce que je me suis mal comporté. Maintenant je sais pourquoi, ça justifie pas. Mais ça explique un peu quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai été, en résumé, un sale con. C'est-à-dire que à l'époque, la remise en question, c'était absolument impossible. J'écoutais pas. J'ai jamais fait preuve de violence physique, mais par contre, je sais que côté violence psychologique, j'avais tendance à, par exemple, faire le bâtard. Et pour pas rejeter la faute sur moi, j'envoyais plus de messages, par exemple. Et ça, je trouve que c'est une violence silencieuse. Parce qu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de... Ouais. Mais ça fait culpabiliser. Tu laisses la personne culpabiliser, ruminer... Et ça, mais alors, j'ai été le spécialiste pour ça. Mais ça allait loin. C'est-à-dire que des fois, un message envoyé 1 heure trop tard, moi je faisais la gueule, je lui répondais pas pendant 2 jours en me disant, pourquoi c'est toi qui... Il y a une volonté de se venger un peu. Ouais. D'où ça vient, ce truc-là de... Pour moi, c'est le trouble borderline parce qu'il y a une peur de l'abandon qui est terrible. Ouais. Et il y a plein de comportements, maintenant ça va mieux et j'ai pu les décortiquer avec le psy, avec tout ce que je me suis renseigné. Et là où moi ça m'a choqué, c'est quand je me suis renseigné sur ce trouble-là, mon ex m'a sorti des phrases typiques que tu entends dans les témoignages de psychiatres, de psychologues, de patients et de victimes. De personnes de troubles... Ouais. Et je me suis dit, putain, j'ai fait ça en fait. Tu vois, j'ai des problèmes relationnels avec quasiment tout le monde. Plus maintenant parce qu'aujourd'hui je fais vachement attention, mais à l'époque...
J'ai pas énormément de potes à cause de ça, parce que au bout d'un moment, je peux foutre la merde. Pour un oui ou pour un non. Au taf, faut même pas essayer de me faire une crasse, parce que... Ouais, du tout au tout, quoi. Le trou borderline, en fait, tu peux ressentir un amour qui est très très fort, très très vite, mais ça peut être amical comme amoureux, hein, et même pour des collègues de taf. Et puis du jour au lendemain, tu te détaches, et t'es capable de croiser la personne dans la rue et tu la calcules pas. Mais j'ai fait ça avec mon ex, avec qui je suis resté 10 ans. C'est-à-dire qu'au moment où on s'est séparés, je l'ai... Et au fond, tu t'en fous vraiment, ou tu fais genre... Je sais pas. T'imagines, tu connais quelqu'un depuis 12 ans, tu disparais du jour au lendemain et c'est ta meuf. Ouais, de ouf. Et du coup, t'as dit que pour toi, le shift, il s'est fait à partir du moment où t'as eu cette relation un peu d'emprise avec cette autre meuf que t'as fréquentée. Qu'est-ce que ça t'a fait comprendre sur ce que vivaient les femmes? Parce que j'imagine, du coup, tu t'intéressais pas trop au féminisme, en mode juste, c'est des meufs qui gueulent pour rien. Et là, d'un coup, tu t'es dit, ah, je comprends. Ou t'entendais des revendications féministes, genre, oh, on subit ça, 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 et t'étais pas d'accord? Ou alors, En fait, c'est aussi quoi, parce que c'est quelqu'un qui a... Cette personne-là, du coup, avait fait Sciences Po, qui se revendiquait féministe, et qui... Elle ne vivait qu'à travers le prisme de j'ai fait Sciences Po, tu vois. Okay. Donc elle m'écrasait tout le temps, en gros, elle me faisait comprendre que j'étais une merde, quoi. Parce que j'ai un parcours qui est très professionnel, au sens j'ai fait un bac pro. Donc quand tu pars en bac pro, c'est que t'es pas trop de lumière. C'est là où il y a une forme d'emprise psychologique qui commence à se dessiner. C'est-à-dire qu'elle se revendiquait féministe, t'es un homme, t'es une merde. Et au final, j'ai compris que c'était pas du féminisme. Quand t'as dit ouvertement, je lui dis, mais toi, tu veux l'égalité et la parité? Elle me fait, non, non, moi je veux pas l'égalité. Je vais vous écraser. Mais elle dit pas ça en mode en rigolant. Ouais, je suis désolée, je souris parce qu'en fait, je m'entends moi-même penser ça. Mais en même temps, je sens dans ce que tu dis que c'est une vraie situation qui était douloureuse, tu vois. Bah, mais en fait, où elle était sérieuse. Ouais, et c'était des Parce qu'après, moi, je dis souvent, genre en mode... Franchement, je trouve qu'on est supérieurs, on est trop stylés, tu vois, les meufs. Et tu vois, en fait, il y a une différence entre le penser comme ça et le... Oui, là, c'est une volonté d'être méchant, quoi, visiblement. Dénigrement permanent. Tout ce que je faisais, c'était forcément nul et tout. Mais à côté de ça, pour envoyer un mail, à demander mon avis, tout le temps. Donc en plus de ça, j'avais la pression de sa vie à gérer. En plus de la mienne. Par exemple, passer des concours à l'époque, je devais la faire réviser ses concours. Sauf que moi, je savais pas que j'avais un TDAH à cette époque-là. Je devais lui faire réviser des fiches de droit et tout. Donc il fallait que je l'écoute, que je lise les fiches, que j'apprenne en même temps. Mais avec le TDAH, c'est pas possible. Ouais. Donc je me faisais engueuler, elle me dit ouais, de toute façon, t'en as rien à foutre de ce que je fais et tout. Je suis débordé mentalement. Que des trucs comme ça. Parce que ça, pour moi, tu vois, c'est même pas tellement au fait qu'elle dise qu'elle était féministe, c'est juste genre, vous aviez une relation qui était juste un toxique de fou. Mais en fait, je partais pas parce qu'il y avait ce truc de c'est quelqu'un qui est hyper intelligent, peut-être que là c'est qu'une passe, et puis en fait tu te rends compte que non, en fait elle en a rien à branler, elle est comme ça et puis c'est tout. Je me faisais même engueuler parce que j'arrivais pas à l'heure pour faire leur passage. Ah, pour repasser son linge? Ouais. Ok, d'accord. Repasse ton linge, qu'est-ce que tu me saoules déjà? Tu vois, genre j'ai vécu ces trucs-là. Des trucs que t'entends d'habitude de la bouche de femme, tu te dis, mon discours il est passé de l'autre côté. Alors moi j'ai jamais pourri mon ex parce qu'elle repassait pas mes fringues, parce qu'on repassait pas nos affaires. Ouais. Mais je me suis dit en fait je crois que j'ai eu des comportements qui étaient pas ouf avant. Ah, c'est à partir de ce moment-là où tu t'es dit, j'avais une violence psychologique avant que moi-même je faisais subir, ou si tu t'es dit, par exemple la charge mentale, elle était pas divisée, t'es quoi? En fait, tous ces trucs-là, tu vois, la charge mentale et tout... Je veux dire qu'encore aujourd'hui, c'est des questions avec lesquelles j'ai du mal parce que je vis seul en appart. Donc il n'y a pas la question du linge. Ouais, là, c'est moi qui le fais, voilà. C'est la question de faire la cuisine, le ménage. Ouais, c'était pas ça encore. Pour moi, elle n'existe pas, cette question-là. Genre, à partir du moment où tu vis seul, la charge mentale, tu l'as dans la tronche, quoi. Donc ça, c'est encore un sujet avec lequel j'ai un peu de mal. Et aujourd'hui, j'essaye de discuter avec ma copine, par exemple, quand elle est... là, elle est en doctorat, donc il y a des phases où elle est vraiment très, très stressée, très prise par le taf. La question se pose pas de qui va faire à manger. Oui. Moi, j'ai moins de taf, je suis moins occupé, c'est moi qui cuisine, qui fait les courses et tout, puis basta. Donc là-dessus, c'est plus... Aujourd'hui, avec ma copine, on fait une équipe là-dessus. C'est bien ça, le terme d'équipe. Et c'est là où ça a changé. Et puis, j'ai un truc aussi où je vais pas avoir peur de lire et d'écouter des choses qui vont pas dans mon sens. Par exemple, j'ai lu le bouquin d'Ovidie, Hélas, la chair est triste. La chair est triste, hélas. Ouais, c'est ça. Les 70 premières pages, j'ai eu envie de brûler le bouquin. Ah ouais? Ah, moi, j'ai adoré. Et après, tu vois, elle parle de problèmes durant les relations sexuelles et tout, genre des rapports qui causent des infections urinaires et tout. J'envoie un message à ma meuf, je lui dis « C'est vrai que vous avez ça ?» Bah oui. Elle me fait « Bah ouais. »
Puis là, j'étais en mode, attends, mais ça veut dire, j'ai une vie sexuelle depuis 14 ans et je suis pas au courant de ça. En fait, il y a plein de trucs que je sais pas, je comprends pas. Et c'est à partir de là où ça a fait effet boule de neige, où je me suis dit, attends, faut que je comprenne des trucs, faut que j'aille chercher les informations de Ah, moi-même. ça, c'est un des premiers livres que t'as lu ou c'est. Ouais. Ok. Et puis même, enfin, tu vois, quand on parle des relations sexuelles, genre la pilule, la plupart du temps, c'est les meufs qui la prennent, ou alors la pilule du lendemain, ou alors. Et puis, enfin, il y a une charge aussi qui est vraiment. Ouais, ça après, pour le coup, ça a changé à partir du moment où j'ai pris des antidépresseurs. Les antidépresseurs, c'est une petite pilule qui fait que ton humeur change, ta libido change, ton corps change aussi. Tu prends du poids, ou t'en perds, ou tu transpires plus. Non, ça fait un peu penser à la pilule, non? Ah, mais il y a des meufs qui sont sous antidépresseurs et sous pilule. Ouais. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, ah ouais, en fait, la pilule, c'est un vrai bail quand même. Ah bah ouais. Qu'on t'explique pas quand t'es un mec. Et du coup, les antidépresseurs, ça m'a vraiment permis De comprendre de ça. comprendre ça. Mmh. De voir qu'en fait, une malheureuse pilule peut avoir un impact énorme sur ton corps. Il y a plein de trucs, en fait, quand t'es un mec, tu comprends pas. Et c'est même pas une question de ne pas vouloir. C'est qu'en fait, on te l'explique pas. Enfin, du moins, dans ce que j'ai vécu, on me l'expliquait pas. Très vite, je me suis détaché de tout ce qui est info et tout, et j'étais dans ma bulle. C'est-à-dire que je m'intéresse qu'au sport, qu'aux jeux vidéo. Donc à partir de là, en fait, le reste, je le comprenais pas. En fait, tu t'en foutais de ce que tu disais. Ça n'existait pas. Ouais, c'était pas un sujet. J'en avais pas conscience. Les trucs féministes que tu voyais passer, c'était les trucs les plus extrêmes. Celles qui faisaient le plus de bruit, qui alimentaient le plus l'algorithme. Donc des avis qui étaient hyper tranchés, pas du tout dans la nuance et tout. Et je pense qu'il y a une volonté de pas être dans la... Quand, tu vois, tu subis autant de... J'ai pas envie de aller nuancer pour te faire plaisir. Je suis en mode, là, vous me prenez tous le cul, genre, fermez-la, tu vois. Il y a une chanson de Medine, elle s'appelle Voltaire, à la fin, je crois que c'est Leila Bekti, l'actrice, où en gros elle parle de justement la colère et tout, que c'est mal vu en Occident et tout. Et à un moment, la phrase c'est je vois ça comme un je veux bien t'entendre, mais dis-le moi gentiment. Et elle fait non, mais moi j'ai juste envie de t'envoyer un crachat dans la gueule pour que tu comprennes. Ouais. Et c'est trop ça. C'est ça, hein. C'est exactement ça. Et je le comprenais pas à cette époque-là. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des trucs féministes qui sont un peu difficiles à entendre pour des mecs, parce que ça sonne violent, mais en même temps... T'es obligé de passer par là. Ouais, voilà, tu vois. Et du coup, c'est trop cool, t'as commencé à te renseigner et tout là-dessus, t'as réalisé des trucs que tu faisais, d'autres trucs que tu faisais en plus de tes relations... Ouais. Et bah tu vois, le consentement. T'as pas appris? Non, j'étais un très grand négociateur. Ah ouais, ok, ça c'est un sujet. Mais pourquoi j'étais un négociateur? Parce qu'en fait, dans ma vie... Alors, pour donner un peu de contexte. Négociateur ou genre, oh si tu le fais pas, t'abuses... Non, négociateur. Ok, d'accord. Non, il n'y avait pas de truc, si tu fais ça, c'est que tu m'aimes pas. Ok, d'accord. Avec le TDAH, en fait, j'étais ingérable quand j'étais petit. La seule manière que mes parents ont trouvé pour que je sois calme, c'est les punitions. Et en fait, si tu veux, c'est en tombant sur des carnets de quand j'étais petit. Tu vois, là, j'en ai un. Tu vois, j'étais au CP, ça fait une semaine que la rentrée est passée. En classe, je dois accepter de faire des efforts et de savoir m'arrêter de chahuter. Et je devais recopier ça, tu sais, genre en punition à l'école. Sauf que du coup, bah, à la maison, j'étais ingérable aussi. Donc les punitions se sont mises en place, c'est quelque chose qui a duré dans le temps. Donc en fait, instinctivement, t'as une mentalité de négociateur tout le temps. De si t'es sage, t'auras ça. Sauf que bah, derrière, quand il s'agit de relations sexuelles, c'est un beau problème. En fait, tu trouves tous les moyens et tout pour avoir... Pour avoir ce que tu veux, parce que tu te dis, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais grandi avec ce truc-là. Sauf qu'après, quand je l'ai vécu... Quand t'as vécu l'inverse? Ouais. Ah, parce que tu as vécu l'inverse. Ouais, j'ai vécu l'inverse. Négociation? Ouais. Okay. Ou à la fin, tu te dis, bon, vas-y, on va coucher ensemble, comme ça, tu vas me foutre la paix pendant une semaine, là. Puis quand tu vis ça, puis qu'après, t'entends violence sexiste et sexuelle, tu te dis, putain, j'ai vécu ça. Ouais, j'ai été agressée. Et après, t'as la phase où tu prends du recul et tu te dis, j'ai fait ça. Putain, j'ai fait ça. Franchement, je le vis pas bien. Bah, genre, je le vis vraiment mal, et aujourd'hui, genre, je sais pas si par miracle, mon ex écouterait ton podcast, genre, mais vraiment. Et enfin, j'en ai déjà parlé avec ma copine à moi, tu vois. Là, c'est ton ex de 10 ans, par exemple, à qui t'as... Ouais. Où j'étais un connard là-dessus. Et je pense qu'il y a plein de fois où elle aussi, elle s'est dit, bon, allez, vas-y, je dis rien, et puis... On laisse passer, on fait comme ça. Ouais, c'est ça. Mais parce que c'est pareil, dans l'éducation des femmes, il y a ce truc de... Nous, il y a ce truc d'acceptation, et il faut le faire plaisir. C'est ça. Dire non, refuser, c'est pas être bien élevé aussi, c'est venir saouler l'autre personne, c'est pas bien, tu vois. Alors après, il y a des fois où on m'a clairement envoyé chier en mode non, c'est mort, te faire foutre. Mais tu vois, j'ai un exemple particulier en tête où, en gros, une nuit, je me suis réveillé, j'ai été hyper insistant, elle m'a envoyé chier. Je peux te dire que le lendemain matin, elle m'a dit non, mais là je t'ai dit non, c'est mort. Fais genre, mais recommence jamais. Là, le message est passé, j'en ai jamais recommencé. D'un moment, tu forces pas plus, quoi.
Parce qu'il y avait déjà ce truc de viol. J'avais conscience de ce truc de viol, déjà. J'avais un imaginaire de ce que ça voulait dire. Pour moi, le violer, c'était... L'imaginaire que la plupart des mecs ont, genre un truc violent genre, dans la vraiment, rue. ouais. Donc, dans ma tête, si tu veux, c'était pas ça, en fait. Ouais. Alors La que plupart quand tu des commences mecs, à négocier et tout, en fait, ça part de là. Mm. Donc vraiment, aujourd'hui, vivre avec ce truc-là, franchement, je le vis pas bien. Ouais, je comprends. Et aujourd'hui, je mets un point d'honneur dans ma relation à ce que ça n'arrive jamais. T'en as parlé rapidement à ta copine actuelle de ça? Ouais. Ah oui, elle est au courant, elle est au courant de ça, et c'est un truc que dès le départ, j'en ai parlé, où je lui ai dit, si toi, tu n'as pas envie, c'est non, et si c'est peut-être, genre, ouais, vas-y, je sais pas, c'est non. Ouais. Il n'y a pas de débat. Déjà, c'est hyper bien que tu l'aies conscientisé. Normal que tu vives pas bien avec. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de se dire d'où ça vient, tu vois. Il y a tout le système qui nous a éduqués à faire en sorte que les mecs agissent d'une certaine manière et que les meufs agissent aussi d'une autre manière. Donc, j'en avais pas conscience. Ouais. Donc pour tous ces trucs-là, en fait, j'ai trop le seum. Je me dis, putain, mais j'ai participé à tout ça. Et c'est plus ça, en fait, qui me dégoûte. De pas en avoir eu conscience. Ouais, mais t'en as conscience maintenant, c'est ça qui est... Enfin, je sais pas si t'imagines, mais le nombre de mecs qui ont été comme toi, qui le sont, et qui vont continuer à l'être, genre. Ouais, là, par contre, ça... Parce que ça, il y en a plein qui prennent pas conscience. Moi, j'en connais plein qui vivent comme ça, et ils vont vivre comme ça, et ils ont une notion, pareil, justement, de l'agression sexuelle ou du viol qui est hyper claire. Ils sont persuadés qu'ils font rien de mal, et alors que pas du tout. Je dis, quand tu as parlé de tes punitions et tu parlais beaucoup de ta mère, du coup, est-ce qu'il y avait, tu penses, ta relation avec les femmes qui étaient impactées par la relation que tu as eue avec ta mère, genre? En fait, si tu veux, le féminisme, pour moi, était difficile à entendre au bout d'un moment, et surtout quand j'entends que la violence est exclusivement masculine. Parce que toi, tu as eu une expérience, pour le coup, qui était totalement différente. Ouais. Tu te sens invalidé, quoi. Ouais. Ça, c'est dur à entendre pour moi, tu vois. Genre, je suis en mode, j'ai vu l'inverse, hein. Au-delà de l'avoir vu, je l'ai subi. Et je me suis construit comme ça. C'est un des derniers trucs qui bloque pour toi avec le féminisme. Ouais, parce que pour moi, il y a certains discours qui sont un peu trop... les hommes et les femmes sont totalement différents. Les mecs sont comme ça, les femmes sont comme ça. Je suis en mode, non, en fait, on reste des êtres humains. Mais c'est pour ça que, genre, moi, par exemple, quand je vais sortir un all man ou un truc comme ça, c'est encore une fois différencier les hommes dans leur individualité et le groupe, tu vois. Dans la majorité, voilà ce qui se passe, tu vois. Genre, en majorité, les hommes, quand tu regardes les stats, grande majorité agressent des femmes, tu vois. L'écrasante majorité... Faut être aveugle pour dire non. Hein. Oui, voilà, tu vois. Donc je pense que c'est de ça que ça vient, mais c'est vrai que quand toi, t'as vécu l'inverse, forcément, ça peut être... trigger, etc. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, oui, ta mère ou beaucoup de femmes grandissent justement avec ce truc patriarcal-là, et c'est pour ça qu'il y a plein de relations de femme à femme qui sont horribles, où les meufs, la génération de nos parents, elles n'étaient pas girls, hein, les meufs. Non. Moi, ma mère, elle n'était pas forcément girls. Là, maintenant, notre génération, on est beaucoup plus, je trouve, dans la sororité. Mais il y en a plein, elles se crachent dessus, c'est la compétition, et elles crachent sur les autres parce que t'as eu une éducation comme ci ou comme ça. Donc tu vois, quand j'entends des féministes dire « Ouais, mais les meufs sont pas comme ça », je suis en mode... Même vous, des fois, vous dites que c'est pas vrai, tu vois. Genre. Donc ce discours-là, tu vois, j'ai vraiment du mal. Après, maintenant, quand j'entends ça, je vais faire un peu la sourde oreille, je vais dire « Bon, moi, je me suis informé sur le sujet, j'ai vraiment creusé, je me suis construit mon avis et j'ai pas juste regardé 3 vidéos sur YouTube. » Et cette démarche-là, elle est vraiment personnelle. C'est-à-dire que je l'expose pas sur les réseaux sociaux, j'en parle vraiment avec ma copine parce que je veux pas rentrer dans ce truc du... C'est performative mail, non? Ouais, performative mail. En plus, le matcha, tu te balades avec ton matcha et... En plus, le matcha, c'est dégueulasse. Ton matcha et ton livre hyper féministe dans la rue, moi je tombe dans le panneau, je trouve ça trop sexy, c'est horrible. Ouais. C'est les mecs les moins déconstruits. Alors que tu vois, moi pour le coup, je vais lire ça parce que ça va me remettre en question, ça va m'énerver quand je vais le lire, je vais dire mais non, mais c'est pas vrai. Sauf que quand tu sens que ça t'énerve, c'est que ça touche exactement le point que c'est censé toucher. Hein. Par contre, à un certain degré, lire ça, ça me fait du mal au sens où j'ai l'impression d'être juste un monstre parce que je suis un mec. Bah, il y a ton individualité, il y a qui tu es, et le groupe, tu vois. Moi j'ai envie de dire les mecs sont des merdes, mais ensuite il y a des mecs bien, tu vois. J'en ai parlé dans un podcast là, avec des potes. C'est comme dire les blancs et les noirs, bah les blancs on est des grosses merdes. Parce qu'on a causé énormément d'esclavage, on a colonisé des terres, mais après ça veut pas dire on va pas s'auto-flageller tout le temps, parce que putain, tu vois, c'est pas toi, c'est pas de ta faute si le patriarcat il
il existe. Par contre, est-ce que tu choisis ou pas de le nourrir, tu vois? Mais c'est normal qu'au bout d'un moment, enfin moi je sais que parfois, en lire trop de bouquins féministes, au bout d'un moment ça plombe. Faut réussir à doser. Ça plombe, t'es en mode la vie est pourrie. Toi, tu vas te sentir comme une merde. Moi, je vais me sentir comme si mon destin était scellé parce que il va que nous arriver des merdes. Tu vois, pour donner des titres de ce que j'ai lu cette année dernière, c'était Désirer la violence de Chloé Thibault. Parce que j'ai un petit souci avec la violence, alors pas contre les gens, parce que je tape pas les gens. Ouais. Non, contre toi-même. Voilà, et les murs. Les murs, les chaises, les écrans de voiture, les claviers, les écrans. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais lire ça, tu vois, pour comprendre. Et au final, c'est un livre qui parle du désir de violence, notamment à travers le cinéma. Et tous les Disney, les trucs comme ça, où en fait, on t'explique qu'un mec qui est violent, c'est un mec qui t'aime. Parce que je rentrerai pas dans tous les détails du bouquin, parce que ça va être trop long, mais tu vois, il y a des passages où en fait, je me suis juste senti comme une merde parce que je suis un mec. Après, c'est une manière de dénoncer, je comprends, tu vois, mais c'est comme le truc de moi, je fais pas ça. Je retrouve beaucoup ça dans les discussions que j'ai avec des mecs qui sont plus vieux, par exemple des anciens collègues, où tu vas leur dire, bah, il se passe tout ça, et ils vont dire, ouais, mais moi, je suis gentil, moi, je suis... Ouais, et puis en plus, quand tu creuses un peu... Oui, voilà. Et il y a beaucoup mais moi, je fais pas ça, et moi, j'ai jamais fait ci, et moi, j'aime bien les femmes. Et en fait, le truc, c'est quand on raconte un truc de plus grande ampleur, c'est le seul truc que la seule conclusion que tu as, c'est revenir à toi-même. Moi, je fais pas ça. Tu vois, le livre Désirer la violence, ça se trouve, il est pas sur toi, mais sur la plupart, enfin, sur beaucoup de mecs, tu vois. Les hommes violents dans le cinéma sont toujours des beaux gosses et on se retrouve, tu vois, notamment dans L'amour ouf. D'ailleurs, je suis quasiment sûr que le personnage, je sais plus comment il s'appelle, mais interprété par François Civil, il a Clotaire, il a un trouble borderline. Parce que dans les pétages de plomb de violence, le shift, c'est typique du trouble borderline. Et pareil, c'est François Civil. Aujourd'hui, c'est un peu pas la coqueluche, un peu la Pierre Ninet, tu vois, mais... Bah ouais, mais c'est un truc qu'on apprend petit, même, s'il se moque de toi, c'est qu'il t'aime bien. Ouais, c'est ça. Et c'est exact tout ce que dénonce le bouquin. Dans les films, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on apprend ça. Et moi, alors je regarde mes livres parce que je suis féministe et pourtant j'ai des parties en moi qui vont à l'encontre de ça. Genre, je lis des romances, mais parfois c'est l'histoire, c'est du enemies to lovers, tu vois. C'est pas forcément de la dark romance, mais du coup c'est genre romantiser le fait que genre, oh tu me détestes, mais du coup ça veut dire que tu m'aimes. Et moi, du coup, je sais que dans ma tête, il y a une partie de moi qui est en mode, hi hi hi, si tu m'aimes pas, si tu te fous de ma gueule, si t'es méchant, parce qu'on apprend ça, tu vois. Et même dans les dessins animés, les machins, les complètement. Et c'est vrai que ça impacte beaucoup et je pense que nous, ça nous force à trouver joli des relations qui sont toxiques et mecs juste de taire leurs émotions, d'être plus violents, d'être plus en colère, de romantiser le fait Après la période où j'étais célibataire, après la fin de la relation de 10 ans, là, j'ai une période où j'étais un peu comme ça. Putain, faut que je devienne un connard, en fait, pour séduire. Parce que t'as l'impression qu'il y a que ça qui marche. Mais parce que tu ne vois que ça à la télé. La culture populaire fait que t'as l'impression qu'il faut être comme ça. Alors qu'en vrai, non, quand t'es gentil, ça marche bien. Ouais, ça marche beaucoup, je trouve. C'est... je trouve que le Enemies to Lovers, il marche dans les livres, mais moi, dans la vraie vie, si j'ai en réalité un mec juste qui est désagréable avec moi, bah... Flemme, genre ça fout, tu rigoles ça un bon moment, genre. C'est ça. Quand on revient aux troubles de TDAH, borderline, tout ça, le fait de mettre des mots quand t'as su que t'avais un TDAH ou quand t'as su que t'avais un trouble borderline, t'as ressenti quoi? Genre, est-ce que c'était en mode salvation, tu vois? En mode je me sens sauvée parce que j'ai un mot sur ce que j'ai, ou en mode fais chier, j'ai un truc en plus, tu vois? J'ai eu les deux. Le trouble borderline, c'est un trouble qui est extrêmement stigmatisé et déjà, c'est un trouble qui est très féminin. T'as 3 fois plus de diagnostics de borderline chez les femmes que chez les hommes. Parce que c'est un trouble où il y a particulièrement de violence. Un mec qui est violent, bah, ça attire pas l'attention. Une meuf qui est violente, ça attire l'attention. Moi, mes coups de colère et ma haine contre les autres, elle était pas normale, à un degré disproportionné. Trouble borderline, ouais, parce que je me suis dit, putain, mais je vais devoir vivre avec ce sentiment de montagne russe émotionnelle en permanence. Mais après, pas si t'es traité. T'as pas de traitement pour le trouble borderline. Ah ouais? Non. Ton humeur peut switcher dans l'heure, voire dans la demi-heure. Les antidépresseurs fonctionnent chez moi parce que c'est quelque chose qui va un peu lisser mes émotions. Je vais les ressentir moins fort et ça va me permettre de travailler sur moi avec un psychologue. Donc il y avait ce côté-là de « putain, je vais vivre un enfer toute ma vie ». Parce que ce truc-là des émotions qui switchent du jour au lendemain, tu peux le comprendre de par les hormones, toi. Un jour, tu vas te lever, la phase de ton cycle va plus être la même, tu vas tout voir en noir. Moi, je peux le vivre dans l'heure, sans les douleurs physiques.
Et le TDAH, quand t'as appris, t'en pensais quoi? Plus un soulagement au sens, il y a une raison de pourquoi je suis pas concentré, pourquoi quand on m'explique des trucs, au bout de 3 minutes, je commence à décrocher. Et donc du coup, aujourd'hui, ça me permet d'être plus indulgent avec moi-même. Et avec, du coup, j'ai la dépression. Et c'est par la dépression qu'on a découvert tout ça. Parce que maintenant, du coup, t'as commencé ton traitement pour le TDAH. Ouais. Et ça a changé les choses. Ah, complètement. Et c'est là où je comprends qu'en fait, le plus gros trouble, c'est pas la dépression, c'est le TDAH. Parce que c'est ça qui cause la dépression. Moi, c'est comme moi, c'est l'anxiété qui cause tout, genre. Donc je pense que t'as un truc qui est à la racine. Et... Ah, exactement. Et parce que, en fait, de cette culture de la performance et de toujours être le meilleur, machin et tout. Et en fait, ouais, bah là, j'ai mis ma pilule depuis le mois de septembre, et puis... c'est le jour et la nuit. C'est hallucinant. Donc en fait, on se rend compte que aussi, c'était aussi parce qu'il y avait ces troubles-là qui n'étaient pas traités, que ça a impacté énormément ta relation avec les gens, avec les femmes, ta relation de couple. Et à partir du moment où c'est traité, ça a changé quelque chose dans ta relation avec ta meuf aussi? En fait, je sais pas. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ma copine a fait des études de psycho. Donc tous ces trucs-là, c'est pas un sujet parce que elle est particulièrement bien informée, elle a un master là-dedans, donc... C'est même elle qui m'a dit au moment où on s'est rencontrés, mais t'as pas un TDAH toi, parce que tu collectionnes quand même plein de trucs là. Tu veux pas consulter, non? Ouais. Moi, je voulais savoir si on revient par rapport au féminisme là, donc quand t'as tout ça, cette prise en charge, etc. Maintenant, t'es de plus en plus engagée. Pourquoi c'est important Enfin, tu te dis pas, tiens, j'ai fait le tour. Parce que c'est un sujet quand même, tu t'écoutes le podcast, tu réagis, tu continues de t'instruire, tu as envie de t'engager dans cette cause, ou c'est parce que ça fait écho à la violence aux enfants, que c'est une cause aussi du féminisme Je me suis jamais vraiment posé la question, et c'est plus que pour moi, tu grandis, ta façon de penser évolue, et il faut rester informé de ce côté-là. Est-ce que tu as des relations avec certains mecs, des potes par exemple, qui... eux ont pas fait cette déconstruction et où tu sens que ça a un impact parce que par exemple t'as évolué ou peut-être que maintenant tu défends plus certaines causes et eux pas. Au taf. Ouais. Au taf, il y a des trucs que je fais semblant parce que la pression du groupe. Et là-dessus, je suis un mauvais militant. Et c'est dur d'aller contre cette masse-là. Ouais. Surtout quand t'es un mec en plus. Parce que t'as le truc, machin, t'es woke, c'est vanne de merde. Mais du coup, ce que je fais, c'est que quand je suis des discussions en solo, tu vois, je tends un peu des perches. Une fois que je suis en tête à tête avec cette personne-là, je reviens sur les propos et je dis, mais pourquoi tu penses ça et tout? Mais t'es sûr? Mais t'as conscience de ça? Et tu sens que certaines personnes, les discours évoluent de petit à petit. C'est aussi un truc que j'ai compris, tu fais pas avancer les choses en gueulant à tout va. Dans ton entourage, du moins. Ça marche pas. Ça marche mieux quand tu montres. C'est ça qui est chiant parce que quand nous on parle, en tout cas en tant que meuf de féminisme, il n'y a pas à montrer. Genre on veut juste prouver, par exemple, les inégalités salariales, tel harcèlement, tel machin, telle agression. C'est ça qui est chiant, le devoir d'expliquer. Moi j'ai plus cette patience, tu vois. C'est bien que tu l'aies. Que... Avec la santé mentale, je commence à plus trop l'avoir. Est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis, ah ouais, là j'ai vraiment changé d'avis sur des sujets qui sont liés au féminisme? Je vais te dire oui parce que je sens que j'ai changé, je suis plus la même personne. Mais je suis pas forcément capable de te donner des exemples parce que c'est des trucs que j'ai intégrés dans mon quotidien. Et je suis devenu cette personne. C'est pas je fais semblant de machin. Le meilleur exemple pour moi c'est ma copine au sens où, je te dis, on fait une équipe. On a été chez des gens, on parle avec le mec et tout, et c'est sa femme qui prépare à manger pendant 2 heures, pendant que lui il papote tranquille avec nous. Et avant ça t'aurait pas normal? J'aurais pas réalisé. Et le premier truc qu'on a dit avec ma copine, quand on allait se coucher, c'est « Ouah, putain, vas-y, comment il est chier d'avoir laissé sa femme tout seul et tout. Ouah, mais jamais de la vie tu fais ça. Ouais. Genre, je t'en dis, mais va aider là, qu'est-ce que tu fais? T'es fou quoi. Ça là-dessus, j'ai changé aujourd'hui. Tu réalises qu'il y a des trucs que avant tu réalisais même pas quoi en fait. Bah non, parce que c'était comme ça. Tu grandis dans ce truc-là. Est-ce qu'à un moment t'avais la haine des femmes ou pas? Quand j'étais tout seul et que j'ai pris vraiment plusieurs lapins d'un coup et des sales lapins, je me suis fait ghoster, on m'a... Ouais, au bout d'un moment, j'en ai eu ras-le-bol. Mais j'avoue que quand même, il y a deux chemins à ça. Hein. Là, t'aurais pu devenir un incel de malade. Hein. Ouais. Parce que ça, c'est typiquement le chemin qu'ils prennent en mode « Oh, les meufs, elles veulent pas de moi. » C'est toutes des tanas, des tapins. Franchement, j'ai pris des lapins. Genre, j'ai quelques histoires. Genre, ça aurait pu partir assez... Ça aurait pu partir loin. Incel de malade.
Alors, comment un incel est devenu un mec engagé ? Ouais, le titre aurait pu être différent. Est-ce que tu te rends plus compte de comment le patriarcat, en fait, c'est ça le dénominateur commun Ouais. Et surtout qui fait du mal aux hommes aussi, tu vois. Avant, tu vois, je comprenais pas ce truc de patriarcat. Et c'est justement en lisant Bell Hooks. Et en fait, ce truc de rester dans le silence et de pas parler, machin. Et ça, je me rends compte que chez les mecs, c'est un problème de fou malade. Ce truc de faut pas en parler. Je suis en mode non, on en parle. Ouais. Les hommes ont construit eux-mêmes un peu un cercle vicieux, parfois que certains entretiennent, tout comme les femmes, on entretient notre propre cercle vicieux aussi. Et qu'en fait, les seules personnes qui ont créé ça... C'est des mecs. Ouais. Ça, tu vois, j'en ai vraiment pris conscience il y a moins d'un an. Et un truc qui a beaucoup changé, et, vu comme ça, on pourrait croire que je crache sur mon daron, mais pour le coup, c'est lui qui avait un TDAH et il y a une grosse part d'hérédité. Et mon daron était irresponsable avec un gamin. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi ma mère pétait un câble, parce que mon daron était responsable de rien. Tout ce que j'ai pu lire aussi, maintenant, change beaucoup comment je vois mon éducation. Tout ce qui a pu jouer et tout, ce qui a été problématique ou pas. Et, mon père est décédé, mais mon beau-père, il est décédé aussi, tu vois, parce qu'il est décédé du cancer. Et je dis à certains de ses amis qui ne savaient pas qu'il avait un cancer depuis 3 ans. Tu vois, quand ma mère elle me dit oui, mais c'était de la dignité et tout, je suis en mode non, mais vas-y, vous me saoulez avec vos conneries là. Vos trucs dont on garde les trucs en famille et tout, ça m'énerve, tu vois. Ouais, mais en plus, en fait, ça guérit rien du tout. Ouais, et puis en plus, ça cultive cette culture du patriarcat de garder les trucs entre 4 murs et de pas en parler. Ouais. Ça, c'est une culture du silence et tout. Ouais. Et c'est pour ça ce besoin de vouloir parler de santé mentale pour les hommes, pour la santé tout court. C'est une belle conclusion. Ouais. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils ont envie de suivre ce que tu fais Alors, mon compte c'est Irvin, du coup IRVIN tiré du 6, je crois, tiré du bas, tu vois, TCSM. Donc ça c'est mon Insta. Mon blog du coup, Thérapie Chacun son marathon, que j'ai bientôt renommé plutôt dans mes baskets parce que j'ai envie de parler plutôt des choses que je vis, de ce que j'aime et de ce que je fais. Aussi du coup j'ai écrit sur Musae, mais alors après ça je sais pas si j'aurai d'autres collaborations, mais j'ai écrit 4 articles que vous pouvez retrouver sur mon Insta. Voilà. D'où l'importance de me suivre. Allez sur l'Insta. Un où je parle, que j'ai appelé les pieds dans le plat, où justement je dénonce un peu les dérives masculines de merde. Le chiffre, oui, on se suicide 3 fois plus que les femmes parce que notre vie est plus dure, alors c'est de la merde. C'est pas vrai. Et non, c'est parce que nous on est 3 fois plus forts pour réussir oui, en fait. C'est ça là. Oh, mais merci. Oui. C'est la question des techniques utilisées pour. Mais tu vois, c'est des exemples que je prends. Dans ton entourage masculin, et faites le test les auditeurs, on connaît tous au moins un mec qui, pour se vider la tête, va prendre la bagnole ou la moto et rouler à tombeau ouvert. T'as statistiquement plus de chances de te prendre un platane. J'ai dénoncé un peu cette fausse idée que la vie des mecs sont plus dures, et aussi le côté que faut qu'on parle plus et qu'on ait moins peur de parler, mais tout en m'incluant dedans, parce que par exemple mon meilleur pote, quand il s'est séparé de sa meuf, mais je savais pas quoi dire. Ouais, souvent c'est difficile entre mecs de trouver les mots aussi. On sait pas parler. Mais c'est bien d'essayer d'ouvrir la porte à la discussion et tout. Ok. Bon. Finito. Hop. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust.